Bienvenue sur CLTV pour Céléco, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous allons parler export aujourd'hui avec trois invités. Laurent Bournoville, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller international agrotech et art de vivre santé Charente et Charente-Maritime à la CCI Nouvelle-Aquitaine et membre de Team France Export. Nous allons détailler tout cela dans un instant. À vos côtés, Olivier Defoe, vous êtes le cofondateur et directeur général de Dreamtronic, spécialiste de la digitalisation des points de vente. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci. Et Robin Verrière, vous êtes le directeur général adjoint d'ECUS et président de Charente Export, association des entreprises exportatrices de Charente. Exactement, bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que l'on peut entamer avec vous, Laurent Bournoville, avec une cartographie peut-être des entreprises charentaises à l'export? Quelles données on a là-dessus aujourd'hui? Quel secteur exporte en Charente? Alors on a la chance d'être sur un territoire, la Charente, qui est très exportateur et de longue date. Les douanes identifient à peu près 500 sociétés qui sont exportatrices par an. Dans les grands domaines d'activité, on a bien sûr le secteur des boissons et des spiritueux en particulier. On a un secteur industriel qui, en dépit de la concurrence internationale, continue d'être fort et d'avancer. On a également beaucoup de sociétés qui exportent des produits à base de bois. Donc, il y a la tonnellerie, mais il y a aussi des panneaux de contreplaqué techniques pour le secteur de la construction ou du nautisme. Et enfin, on a également des sociétés produisant des produits chimiques divers. Voilà. Donc on a une grande variété de secteurs d'activité et un grand dynamisme. C'est vraiment la caractéristique de la Charente, c'est que c'est un territoire d'exportateurs. Alors justement, est-ce que la part export de la Charente, elle progresse, par exemple, si on prend sur les 10 dernières années? Alors, elle progresse. Elle est passée d'un petit peu moins de 3 milliards d'euros il y a 10 ans à un peu plus, à presque 3,5 milliards d'euros en 2021. Avec bien sûr, globalement, c'est une évolution à la hausse, mais il y a eu bien sûr la période Covid. Et ce qu'il faut noter, c'est que en 2020, le niveau d'exportation a baissé, bien sûr, mais en 2021, il a quasiment rattrapé le niveau de 2019, donc d'avant Covid. Donc on a une vraie dynamique et une vraie énergie des entreprises à se déployer à l'international et à être dans cette résilience et cette réactivité. Et justement, donc singulièrement en Charente, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que ce sont les grands groupes ou les PME qui sont les plus agiles sur le terrain à l'international, où il y a les deux, où les grands groupes emmènent aussi derrière eux des entreprises plus petites? Alors on a la chance d'avoir parmi ces 500 entreprises des sociétés qui effectivement sont des très grosses sociétés, très structurées, et également beaucoup de petites structures. On en a l'illustration sur le plateau ce matin, qui, pour autant, même si elles sont de taille beaucoup plus petite, savent aussi être très réactives et très dynamiques à l'international. Donc il y a vraiment une grande hétérogénéité de ces tailles d'entreprise, mais c'est pas parce qu'une entreprise est de petite taille qu'elle ne sait pas être dynamique et innovante à l'international. Alors vous le disiez justement, on a deux exemples avec nous aujourd'hui. Olivier Defoe, vous êtes donc le gérant fondateur de Dreamtronic, entreprise spécialisée dans la digitalisation des points de vente et installée à Angoulême. Entreprise fondée il y a une douzaine d'années, une quinzaine de salariés aujourd'hui. Alors vous le disiez, vous avez été très prudent en faisant les choses dans l'ordre et vous avez validé un peu tout le processus d'accompagnement de la région. Alors comment ça s'est passé? Par quoi vous avez commencé? Alors tout à fait. Alors donc la première étape a été de prendre contact avec Laurent, notre conseiller en fait export, qui nous a fléché un petit peu l'ensemble des étapes du parcours. Parce que qui dit développement international, en particulier pour les structures de taille petite et moyenne, c'est quand même un coût important et un risque aussi important. Donc la première étape, c'était de savoir si on était en capacité de le faire. Donc la première étape, ça a été un diagnostic export, réalisé donc par Laurent et ses équipes, pour voir si nous avions l'ensemble des structures pour pouvoir répondre au cahier des charges d'un export réussi. Ça, c'était la première étape. En parallèle, moi, en tant que dirigeant, j'ai suivi une formation sur Bordeaux pour, je dirais, donc, appréhender justement tous les domaines de l'export, à savoir les psychologies des marchés, s'adapter à la psychologie des marchés, toutes les règles, les normes, les incoterms, enfin toutes ces choses parfois complexes et rébarbatives, mais qui sont indispensables pour bien partir, bien se lancer.
Et puis la troisième étape, ça a été ce qu'on appelle le Diag Export, je crois que c'est ça. Le ciblage marché, pardon, voilà. Le ciblage marché, en fait, l'idée c'est de réfléchir sur, par exemple, une base de 10 pays, qui peuvent être en Europe ou extra-européens, et de définir quels sont les pays qui sont les plus prioritaires par rapport à notre marché, nos produits, à la fois avec, je dirais, une note quantitative et qualitative, en fait, avec chaque pays avec un certain nombre de critères qu'on a définis ensemble, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Il y a des pays qui arrivent en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4, et ainsi de suite. Et puis après, c'est à la charge du dirigeant de décider quel est le pays, on va dire, dans lequel, le ou les pays dans lesquels ils vont démarrer. Ça, c'est l'étape, on va dire, plus technique, formation. Et puis tout ça en parallèle avec un accompagnement de la région, des dispositifs d'aide et de subvention dont nous avons bénéficié. Le premier étant le Pass Export. Le Pass Export, donc, qui permet de prendre en charge un certain nombre de formations, de choses, et qui est vraiment un accélérateur qui peut permettre de démarrer, on va dire, avec un peu plus de sérénité. Voilà. Cette démarche, c'est juste avant le Covid, hein, en gros. Alors nous, malheureusement, on a entamé cette démarche en 2019. Et qu'est-ce qui vous fait justement à ce moment-là vous dire, tiens, l'international, pourquoi pas ? C'est quoi un petit peu le déclic? C'est aller chercher des marchés, aller chercher des leviers de croissance? Oui, ça a été de chercher des marchés, des leviers de croissance. Et puis, il y a un moment où, sur son marché national, quand on définit qu'on est arrivé à un point qui nous semble être un point, pas maximum, mais en tout cas, on va dire où on n'aura pas une croissance forte ou extrême, et la croissance, il faut aller la chercher ailleurs, donc dans les pays étrangers. Il se trouve que dans nos domaines d'activité, en plus, on était sur des territoires un peu vierges, puisque les produits que nous commercialisons sont peu présents, voire quasiment pas présents à l'étranger, donc on était plutôt sur un aspect très positif à ce niveau-là. Et donc il y a l'accompagnement Team France Export aussi. Alors ensuite, on a eu l'accompagnement Team France Export, on a fait mission en Allemagne, on a fait mission en Espagne, qui sont, ma foi, très très bien passées, puisqu'on a fait le French Tech Day Iberia à Madrid pendant 3 jours avec mon équipe, auquel on a eu des contacts plus que très positifs, puisque ça a débouché tout de suite sur des contrats, des choses avec des grands noms, puisque des grands fabricants de meubles suédois en particulier, par exemple. Voilà. On ne livrera pas le nom, bien sûr. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est des choses qui ont été très très positives et une accélération très forte. Malheureusement, tout ça s'est passé entre fin 2019 et début 2020. Et 3 mois après, la pandémie est arrivée et tout a été arrêté. Alors, avant d'en parler justement de ce coup d'arrêt, juste sur Team France Export, est-ce qu'on peut en dire quelques mots pour bien comprendre à quoi ça peut servir? La jeunesse de Team France Export, c'est 2019, février 2019. En fait, les entreprises antérieurement nous disaient l'international, c'est bien, on trouve des compétences, on peut être accompagné. Mais on ne sait pas forcément toujours vers qui se tourner. Donc l'enjeu de cette réforme, ça a été de simplifier l'accès du dispositif d'appui à l'export aux entreprises, donc de proposer un interlocuteur unique. Donc moi, je suis en charge sur Charente et Charente-Maritime d'environ 240 entreprises, sur les 2 grands secteurs que sont l'agrotech et l'art de vivre santé. Et j'ai un homologue qui intervient également sur Charente-Maritime et Charente, qui s'appelle Fabrice Cosno, et qui intervient, lui, sur tech et services et industrie clean tech. Et donc, à nous deux, on couvre toutes les entreprises de ces 2 départements qui veulent être accompagnées à l'international, et on est l'interlocuteur unique de ces entreprises que l'on a pour charge de développer. Donc, aujourd'hui, 4 ans après, les entreprises estiment quand même que cette réforme est bonne et que ça va vers une amélioration, une accélération de leurs possibilités d'exporter sur de nouveaux marchés. Olivier Defaux, donc on revient 2020, vous étiez prêt à vous voyez des marchés s'ouvrir en Europe, et là tout s'arrête. Tout s'arrête, du jour au lendemain, tout s'arrête. Voilà. Donc, alors on avait même été plus loin, parce qu'en partenariat, on avait mis en place la possibilité d'avoir un VIE qui devait partir en Allemagne pour 24 mois. VIE pour volontaire international. Volontariat international en entreprise, des jeunes hommes ou femmes de 18 à 28 ans qui peuvent aller travailler jusqu'à 2 ans pour les entreprises
françaises à l'étranger. Donc nous avons fait tout le process avec aussi la Team France pour sélectionner un candidat que nous avions trouvé, donc qui est venu en formation pour apprendre nos métiers, nos produits, et qui devait partir en Allemagne et qui n'a jamais pu partir, puisque toutes les frontières se sont fermées à ce moment-là. Donc il est resté 5-6 mois ici, mais bon, ça a été compliqué, et puis on a été obligé de mettre fin au process, puisque de toute façon, il n'y avait aucune visibilité sur des dates de départ, et, je veux dire, pour qu'il puisse aller partir en Allemagne. Donc pour l'instant, voilà ce qui s'est passé. Vous êtes en stand-by. Alors, on a redémarré. On a quand même toute l'expertise, l'expérience et les réseaux, on les a encore. Hein. Après, on a dû relancer ça. Alors, on a commencé déjà l'année dernière, mais on est assez prudent parce que la tendance actuellement sur les marchés est assez complexe, en particulier chez nos clients, donc notre typologie de clients. Donc, on a tendance à peut-être le faire en étant un peu plus modéré dans nos ambitions, en tout cas pour les 6 mois qui viennent. Et puis, je pense qu'après, les choses vont redémarrer. Alors Robin Verrière, vous êtes directeur général adjoint d'ECUS et donc président de Charente Export, l'association des entreprises exportatrices de Charente. Avant de vous interroger, nous allons découvrir en images le cœur de votre activité et la réalité de votre présence à l'export. C'est un sujet de Julien Bonnet. ECUS, c'est en fait une entreprise qui est spécialisée dans la protection des équipements sensibles. Donc sur en fait des choses simples, c'est sur l'électrique, sur on va dire le climatique et sur la protection physique. Donc en fait on concatène tout ça aujourd'hui sur une gamme de produits qui va être par exemple les micro data centers. Au départ, avec la protection des équipements sensibles, il faut savoir qu'en l'occurrence l'Afrique, qui a un certain nombre de connexions avec la France, a des problèmes électriques et ressource souvent en France des produits de protection. Et on a commencé un petit peu, je pense, sans le savoir, à faire de l'export avec des clients africains qui ont commencé à nous demander, en l'occurrence c'était à l'époque, c'était en Guinée, Conakry, donc on a déployé des produits pour la présidence de la République, pour le ministre des Finances, etc. Enfin, on a développé des grosses puissances sur cette gamme-là, sur ce produit-là. Et puis on s'est dit, tiens, on intéresse des produits, nos produits peuvent intéresser les clients africains. Est arrivé là-dessus le marché de l'Internet, le marché en fait des mots-clés, etc. Donc on s'est fait connaître sur nos mots-clés et on a été sollicité par de plus en plus d'entreprises, et ce qui nous a permis de rencontrer des entreprises après qui sont venues nous chercher et de déployer nos produits en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, etc. Et donc de fil en aiguille, on est devenu exportateur, et ce qui représentait quelques pourcents en fait de cette activité au tout début, sur le dernier exercice, ça doit représenter à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, à peu de choses près, dont maintenant une grosse partie donc via des grands clients à l'international de ce qu'on appelle les micro data centers, qui sont partis donc sur l'Arabie Saoudite, qui sont partis sur l'Asie, qui sont partis donc sur l'Italie, l'Espagne, etc. Voilà pour ce sujet. Donc Robin Verrière, vous nous disiez pendant qu'on regardait ces images que vous étiez un artisan de l'export. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on n'était pas exportateur à la base, naturellement. On a découvert ça un petit peu au fur et à mesure. On s'est un petit peu formé au fur et à mesure. On a un petit peu appris pas ce métier, parce que ça représente aujourd'hui 20% de notre activité, mais ça représentait 7% il y a encore quelques années. Vous disiez, ça fait 20 ans que vous êtes à l'export. Ça fait effectivement une vingtaine d'années qu'on est à l'export. Des fois sans le savoir, parce que des fois on a déployé des solutions auprès d'un certain nombre de partenaires vers l'export. On a découvert a posteriori, quand il a fallu faire le service après-vente, un petit peu ce qu'il en était, parce qu'on a des produits techniques, donc il y a aussi cette partie-là. Et puis on y est allé, donc effectivement, un peu parce qu'on est sur un produit de sécurité et de protection qui a une bonne image, et puis parce qu'effectivement, par rapport on est un peu le petit poussé qui est face à des ogres, hein. On est confronté à des très grosses entreprises en face, et on a posé un petit peu nos jalons depuis maintenant, ça fait 32 ans qu'on existe, et puis on s'est fait connaître. Tout à l'heure, ce que tu disais par rapport au marché, sur le fait qu'en France, on est une petite entreprise, mais on a effectivement atteint certaines limites, et puis en même temps, on a des gens qui ont commencé à nous solliciter de l'export, enfin souvent l'Afrique francophone, et parce qu'effectivement, on avait une bonne image de produit, ils cherchaient aussi un peu des challengers comme nous, plutôt que des leaders avec lesquels c'était compliqué de se développer. Et puis là, on a commencé à travailler, en l'occurrence, avec la Guinée-Conakry, avec le Cameroun, le Sénégal, etc. Et à chaque fois, c'était un peu au départ, un peu comme des
des one-shot sur une seule fois. Et puis petit à petit, on a structuré parce qu'on a des produits techniques. Et puis là, il a fallu qu'on devienne, donc fasse ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'on fabrique un peu notre politique export par rapport en l'occurrence au service. Donc là, on a commencé à réfléchir différemment. Et justement, au sein de l'entreprise, est-ce que vous avez vraiment un service export structuré avec un directeur export ? Alors, on est une PME, là, il y a à peu près le couteau suisse est là. Et puis, effectivement, autour de ça, non, honnêtement, on reste une PME, donc je suis un peu le couteau suisse de l'export. Après, on a des collaborateurs qui accompagnent un petit peu, surtout sur la partie technique. C'est d'ailleurs plus compliqué aujourd'hui d'avoir des techniciens à l'export que même déjà des techniciens, c'est complexe. Donc, c'est un peu là qu'on a des fois des complications pour le développement. Mais oui, on gère un peu tout, quoi. Ici, on est une PME de 25 personnes, donc il faut qu'on arrive un petit peu, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'artisan, à structurer, mais on s'est structuré parce qu'on est quand même sur des gros marchés, on n'a pas non plus 50 000 partenaires. Nous, notre stratégie, en fait, du fait de la technicité des produits, c'est d'essayer d'avoir entre 1 et 2 partenaires sur certains types de pays, à qui derrière on va faire du transfert de compétences, donc on va aller les former sur place sur nos produits, et puis derrière quand on va avoir des remontées d'informations sur une zone géographique, on va renvoyer vers eux, ce qui nous allège en fait d'une grosse partie en fait derrière du déploiement, du suivi technique, etc. Donc on peut se concentrer, on va dire, sur un certain nombre de panels clients sans avoir non plus un gros service, quoi. Et par exemple, vous voyagez régulièrement sur ces marchés ? Alors, on voyageait avant. Aujourd'hui, un tout petit peu moins. Enfin, depuis maintenant 2-3 ans, c'est un peu plus compliqué. En plus, avec une petite évolution, c'est que même nos partenaires, effectivement, à l'export aujourd'hui, se structurent de façon à avoir des salles de visio. Donc, d'ailleurs, on a fait 2 formations récemment, une avec des partenaires en Côte d'Ivoire et des partenaires au Cameroun, qui se sont faites en visio, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas trop, pour l'instant, en fait, qu'on se déplace. Donc, à mon grand désarroi, puisque Côte d'Ivoire, c'est sympa, en l'occurrence. le Cameroun aussi. Mais hors plaisanterie, voilà. Donc, on a été obligé de s'adapter aussi à ça. Et c'est pas la même façon de gérer quand vous faites une formation, une équipe technique en visioconférence avec une salle et des gens qui sont les uns après les autres que quand vous êtes en fait avec eux en accompagnement avec les produits sur de la technique. Donc c'est une autre adaptation qu'il a fallu faire sur ces 2-3 dernières années. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de Charente Export ? Charente Export, oui, c'est aujourd'hui cette année qui va fêter ses 40 ans. Donc aujourd'hui on regroupe à peu près 48 entreprises. Charentaises uniquement donc. Charentaises oui. Exclusivement, donc qui viennent de différents milieux puisqu'on touche à peu près aujourd'hui tous les secteurs. On fait de la logistique, de la banque, on a de l'électronique, on a de la production, on a aussi du vinicole. On a un petit peu, je crois qu'on couvre à peu près le spectre large de toutes les entreprises de Charente, avec de la PME jusqu'à après les grandes entreprises comme Nidec qui sont adhérents. Et puis au milieu de tout ça, oui, Charente Export, c'est un lieu dans lequel on essaie de créer en fait un partage de l'échange. Et nous, en fait, moi par exemple, je prends mon exemple, il y a à peu près 8-10 ans, je ne connaissais pas particulièrement Charente Export, hein, et puis Daniel Brault et puis l'équipe du commerce extérieur nous a un peu contactés, on a un peu échangé, nous ont amenés sur des missions à l'export. Je suis parti d'ailleurs 8 jours, c'était au Burkina Faso avec eux sur un salon. Et c'est vrai que là, vous appréhendez aussi les choses un peu différemment en équipe, et vous n'êtes plus en train de chasser seul. Enfin, j'utilise ce mot parce qu'effectivement, souvent, on est un peu isolé en termes de, on est un peu perdu, on redécouvre un petit peu les choses et on refait un petit peu tout en fait par le début. Et c'est vrai que petit à petit, en échangeant avec eux, je suis rentré donc à Charente Export. Au départ, on regarde un petit peu ce qu'il en est. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls en fait à avoir un parcours un petit peu atypique ou du combattant. On a des gens plus structurés, moins structurés. Et puis on échange. Et puis avec des thématiques en plus qui sont développées, qui permettent à chacun, on parlait tout à l'heure d'Incoterm, on parlait d'un certain nombre de choses. Nous, on utilise en fait nos adhérents comme les logisticiens, comme les banquiers, pour aborder justement les solutions, par exemple, d'Incoterm, parce que ça c'est très important. La banque, l'assurance crédit, comment vous faites, comment vous exportez, les crédits documentaires, etc. On fait venir les douanes, intervenir un certain nombre d'organismes aussi de contrôle, parce que quand vous exportez, vous devez être conforme à des normes, etc. Et c'est d'informer les gens en fait sur à peu près une dizaine d'événements sur une année, sur des points qui sont assez variés, et de façon à ce qu'ils arrivent à gagner des fois un petit peu de temps, parce qu'on les met en contact directement avec des spécialistes, et c'est un accélérateur des fois d'information dans nos métiers.
Justement, sur cette idée d'y aller en groupe, d'y aller à plusieurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement. En gros, est-ce qu'on peut vraiment se lancer seul à l'export quand on est primo-exportateur ou c'est pas la très bonne idée? Alors, des entreprises le font. Parfois en réussissant et parfois en échouant. Moi, je conseille vraiment aux entreprises de préparer et de ne pas partir seul à l'international. Olivier l'a souligné tout à l'heure. Souvent, le point de départ du côté de Team France Export, c'est le diagnostic export. Donc, on commence par un état des lieux des forces et des faiblesses de l'entreprise. Une entreprise, à l'issue d'un diag, elle peut ne pas être complètement prête. On va l'aider à se mettre à niveau dans l'optique d'être plus forte demain pour construire efficacement son parcours à l'international et avoir des résultats du chiffre d'affaires. On travaille pour ça. Donc, il faut pas y aller seul. Il faut vraiment se... Aujourd'hui, il y a Charente Export au plan local. Il y a la Team France Export. Il y a des dispositifs d'aide. Il faut s'appuyer sur tout ça et bien comprendre que voilà, plus c'est structuré et réfléchi en amont, mieux la stratégie est élaborée, plus l'entreprise aura de chances de réussite sur les marchés étrangers. Et toujours sur cette question de la façon d'aborder tel ou tel marché, donc on n'aborde pas le marché brésilien comme on aborde un marché asiatique, japonais par exemple. Il faut se préparer aussi à la culture locale et avoir quelques connaissances. Tout à fait, c'est un des éléments clés qui fait qu'une entreprise elle peut avancer vite ou au contraire être un peu ralentie dans ses démarches. Un chef d'entreprise qui a compris que le mode opératoire n'est pas le même, que le référentiel est différent, suivant que je travaille avec un Japonais ou avec un Brésilien ou un Allemand. Il n'y a pas besoin de sortir forcément des frontières européennes pour être exposé à cette difficulté. C'est vraiment important que les entreprises cernent bien cette particularité pour arriver à être plus convaincants et à bien détecter les messages qu'émettent leurs interlocuteurs. Vous avez éprouvé tous les deux peut-être ce genre de faux pas ou de subtilité à aborder? Oui, dans les premiers échanges au départ, moi j'étais, je m'intéressais déjà quand même à l'export pour d'autres raisons avant et il y a d'autres choses, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, il faut être très vigilant. On en parlait, c'était aussi dans les journées qu'on fait, par exemple interculturelles, où on a fait intervenir des gens, par exemple récemment pour l'Allemagne, Stéréotex, pour un petit peu aborder, parce qu'on se dit on est en Europe, on va travailler de la même façon. Pour certains en tout cas, je dis on a la même monnaie, on a à peu près pas de problème de frontières, tout se passe bien. Non, on n'échange pas avec un Allemand de la même façon qu'on échange avec un Français. Donc il faut faire attention parce qu'on peut avoir à un moment donné, sur une approche marketing, sur une approche produit, moi je travaille aussi avec des fois un petit peu la Belgique ou l'Allemagne, etc. Il faut être un peu vigilant parce que les méthodes ne sont pas forcément les mêmes de communication. Donc oui, il faut appréhender, mais pas dans le sens négatif du terme, mais les autres cultures. On n'arrive pas avec ses gros sabots. Non, vous n'arrivez pas en Côte d'Ivoire, pareil, en croyant que on vous attend, que vous avez des produits qui sont... Non, vous y allez parce qu'il y a des compétences, il faut voir avec qui on va travailler, et puis surtout, dans chaque pays où on va, il faut observer, je pense. Il faut attendre et observer. Oui, D'ailleurs, il y a un dispositif Team France Export, puisque je l'ai fait aussi. Vous avez tout testé j'ai tout testé, c'est-à-dire que par exemple, on a fait ce qu'ils appellent l'acculturation. Le terme n'est pas celui-là, mais ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'Allemagne, on va prendre l'exemple type de l'Allemagne, où en effet, on est en relation directe avec les gens qui sont installés là-bas en Allemagne, nos correspondants locaux de Team France Export, où on va s'acculturer aux méthodes, aux techniques, aux mentalités, aux erreurs à ne pas commettre. J'en prends un exemple pour l'Allemagne, il faut bien respecter les titres. C'est-à-dire, si quelqu'un est docteur, on dit « Herr Doctor ». Voilà, il y a des choses basiques, mais qui peuvent être mal perçues si on n'est pas au courant de ça. Donc, on fait attention. Voilà, tout un tas de choses qui permettent d'être... Et pourtant, l'Allemagne, c'est pas très loin. Alors, imaginez, en effet, au Japon ou en Chine ou au Brésil, là, il vaut mieux faire attention sur toutes ces choses-là. Donc, c'est très important, en effet, Et puis, nous aussi, en termes de sérénité, on se sent beaucoup plus à l'aise. Parce que quand on a les données... Les tenants et les aboutissants, c'est beaucoup plus simple. On évite de faire des grosses bourdes. Voilà. Alors, nous allons arriver au terme de cette émission. Avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour, à lire dans Charente Libre ce mardi. Alors,
Aujourd'hui, nous évoquons Nico & Co, spécialiste charentais du mobilier design réalisé à partir de piquets de vigne, des piquets qui trouvent ainsi une seconde vie. L'entreprise est en plein développement et s'attaque à de nouveaux marchés avec des contrats en hausse et des distributeurs toujours plus nombreux également. Et l'entreprise vient d'embaucher 3 collaborateurs. Alors, ils ne sont pas encore à l'export, mais je crois qu'il y a un joli potentiel. Laurent Bournonville, un dernier mot pour finir. On a la chance d'être sur un territoire, la Charente, qui a vu naître le cognac et se développer le cognac, ce spiritueux qui est mondialement connu. Moi, j'ai envie de dire aux entreprises qu'il faut au moins étudier la possibilité d'exporter leur savoir-faire, leurs produits. On a tous les outils, tous les moyens, toutes les aides pour cela. Localement, il y a Charente Export, on l'a évoqué. La team France Export est à votre disposition et n'hésitez pas à pousser les portes et à franchir les frontières. Et on avait promis aussi de dire un mot de French Tech Périgord, c'est ça? Alors French Tech en général, c'est-à-dire que étant membre et président d'une communauté French Tech, en fait, c'est important de savoir qu'en fait, il existe des communautés French Tech partout dans le monde. Il doit y en avoir à peu près, je crois, 40 à l'étranger. Ça aussi, c'est un moyen, c'est-à-dire quand on envisage de partir sur un marché, c'est intéressant de prendre contact avec les gens qui sont installés sur place. La plupart, ce sont des expatriés qui travaillent dans des sociétés tech, entre guillemets, mais qui pourront vous donner des informations extrêmement intéressantes sur justement le marché, la tendance du marché, des choses intéressantes. Donc ça fait partie d'un autre réseau qui est le réseau de French Tech. Mais ces communautés étrangères sont très dynamiques et peuvent être très utiles, en effet, pour confirmer en tout cas ou infirmer des opinions qu'on peut avoir à un temps T. Voilà. Ok, eh bien merci à tous les 3 d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant, exportez-vous bien. À bientôt.